midi à tout le monde. Bienvenue à ce webinaire de l'Observatoire de la formation professionnelle du Québec. Un grand webinaire ce midi. C'est le comité évaluation qui lance un guide et je l'ai attendu ce guide pendant de longs mois, mais certainement beaucoup moins que toutes les personnes du réseau qui ont entendu des rumeurs de travail intensif par des cerveaux performants et compétents un peu partout au Québec. Alors, dans le cadre de ce webinaire qui durera au maximum 45 minutes, il y aura d'abord une présentation, un petit tour d'horizon de qu'est-ce qui s'est passé et comment le comité est arrivé là. Et puis, vous aurez l'occasion aussi de poser des questions si vous en avez ici et là. Alors, je pourrais dire quand même que mon nom est Chantal Baucher, je suis la directrice de l'Observatoire de la formation professionnelle du Québec et c'est un grand plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui et de voir enfin le fruit du travail du comité évaluation. Alors, je vous souhaite un bon webinaire et une belle dissémination de ce beau travail après ça dans les milieux. Merci Chantal, merci, je vais prendre le relais. J'ai eu la grande chance d'accompagner ce comité-là. J'aimerais faire juste un petit tour d'écran pour présenter les membres du comité qui sont ici présents. J'espère que tout le monde a la caméra ouverte parce que sinon je vais en oublier. Donc, je vois Paola. Bonjour Paola, Johanna, Angie, Claudine, Véronique et Marc, non le moindre. Marc va prendre beaucoup la parole aujourd'hui parce que Marc est le pilote du guide d'évaluation à distance. Donc, on va prendre quelques minutes pour faire un petit historique. Oh, Raphaël qui vient de se joindre à l'écran. Bonjour Raphaël. On va faire ça de façon très conviviale. On va vous parler un peu de ce qui nous a amené à réfléchir à un guide sur l'évaluation à distance. On va faire un petit tour dans le guide, les contenus, les intentions, et puis on aura une période, là, comme Chantal le disait, une période de questions. Et j'aimerais bien qu'on réserve, je vais le répéter, mais j'aimerais bien qu'on réserve nos questions sur le guide et non pas sur l'évaluation à distance en général, parce que c'est un long et grand débat qu'on ne pourra pas ensemble mener dans ce webinaire-ci. Donc, on réservera nos questions sur le guide lui-même. Donc, on pensait vous amener dans le monde de l'évaluation à distance par l'expérience qui a été vécue au Centre de services scolaires du Fleuve et des Lacs. Claudine pourrait prendre quelques minutes pour mettre en contexte l'expérience qu'ils ont vécue en formation à distance, éventuellement en évaluation à distance. Ça va mettre la table là, sur la création du comité, les réflexions du comité et finalement la production de ce guide-là. Donc, Claudine, est-ce que tu es prête à nous exposer un peu ton expérience, s'il te plaît? Absolument. Merci Stéphane. Dans le fond, Centre de services scolaires du Fleuve et des Lacs. On est une région assez grande et en milieu rural. Et on se demandait comment rejoindre nos personnes sans qu'elles soient toujours obligées de venir à notre centre, entre autres pour la reconnaissance des acquis. Je vous parle de ça, on est en réflexion, on est en 2018, même 2017. Puis là, on se disait comment on pourrait faire. Puis là, on a commencé à réfléchir à distance, comment on pourrait rejoindre nos personnes. Est-ce que ça pourrait fonctionner? La réponse était toujours oui. Après, on s'est dit, bien, si on peut les rejoindre à distance, est-ce qu'on pourrait même aller jusqu'à évaluer à distance? Là, la réponse a été oui, peut-être. Et là, on a commencé vraiment à forer pour voir comment on pourrait faire et à regarder ce qui serait possible. Donc, on a exploré, puis on a fait des essais de diverses plateformes. Ensuite, on s'est dit, ouais, pour la sécurité des épreuves qu'on connaît actuellement, toujours en 2018, en 2019, en 2019-2020, il faudrait une sécurité assez élevée. Donc là, on s'est en allé vers développer notre propre plateforme.
Après ça, en 2020, on a présenté ça au ministère de l'Éducation à la sanction des études. Ils nous ont donné le droit de faire un projet pilote. Et là est arrivée la pandémie. Donc là, est devenu nécessaire à distance. Et là, tout le monde se posait des questions. Fait que là, j'ai embarqué sur le comité de l'Observatoire pour réfléchir à ce qu'on va vous présenter aujourd'hui et à bien d'autres choses, mais entre autres à comment faire une évaluation qui peut être en ligne, donc dont on peut contrôler les paramètres, versus évaluation à distance, qui là se fait à distance, mais à n'importe quel temps quand la personne est disponible. Fait que là, il faut vraiment faire la distinction entre les deux. En ligne, c'est vraiment, on est en direct comme ce midi, tandis qu'à distance, ben moi, je pourrais me connecter à minuit si ça me tente, puis pas personne qui se connecte en même temps que moi, puis je ferai des choses. Fait que nous, on s'est en allé vers de l'évaluation en ligne. Et là, on a expérimenté des choses et on est rendu aujourd'hui à collaborer avec le réseau pour tenter de vraiment mettre ça en place, que ce soit une possibilité qu'on puisse faire de l'évaluation en ligne. Et là, on est rendu à vous présenter en même temps le guide d'évaluation pour à distance. Fait qu'il y a vraiment une distinction entre les deux. Puis voilà. Merci, Stéphane. Merci, Claudine. En fait, on voulait entendre l'expérience de Claudine parce qu'on est plusieurs à l'avoir vécu dans nos milieux respectifs. Les préoccupations étaient là. C'est comme ça que le comité évaluation à distance est né à l'Observatoire. C'est le soulèvement de cette question-là. Qu'est-ce qu'on fait? Puis on réfléchissait chacun de notre côté à énergie et à potentiel différent. Puis il y a eu une convergence. J'ai proposé la création du comité et puis il y a eu un oomph assez intéressant là. Puis de ce oomph-là, de ces questions d'évaluation à distance, évidemment que les préoccupations se sont élargies au comité pour que suffisamment pour que le comité évaluation à distance devienne le comité évaluation de l'Observatoire parce qu'on est allé fouiller des paramètres plus pédagogiques. On est allé voir ce qui se passait si on évaluait autrement, si on voulait évaluer des aspects plus subjectifs aussi là, des compétences. Donc, les préoccupations se sont élargies. Mais aujourd'hui, on est fiers de vous présenter le dossier initial du comité d'évaluation, qui est le guide d'évaluation à distance. Je vais laisser la parole à Marc, qui est le maître d'œuvre de ce guide-là, qui a piloté le sous-comité d'évaluation à distance. Et c'est probablement celui qui est le mieux placé pour nous présenter là, les intentions d'abord du guide, puis ensuite, là, on va entrer dans le contenu avec Véronique et Marc. Donc, Marc, si tu es prêt, on pourrait se lancer. Bon, là, on a dit bien plein de choses, puis vous ne l'avez pas encore vu. Oui, Donc, je pense qu'on pourrait vous montrer au moins la page couverture, question de vous garder quand même en haleine, parce que nous, on est très fiers, évidemment, de ce bébé-là qu'on a travaillé ensemble à développer. Donc, le guide de l'évaluation à distance de l'Observatoire est ici. Ce qu'on traite, en fond, dans cette idée-là de faire un guide, c'était pas de trouver des réponses toutes faites ou une recette de gâteau. Ce que vous voyez à l'écran à la table des matières illustre bien par où on est passé. Donc, nous, au CSSDM, d'où je suis, mon origine, on a eu une réflexion, nous aussi, autour du guide qui avait été fourni, l'infosanction du ministère, qui proposait des balises très techniques, très serrées, qui nous amenait à nous questionner à savoir, ce n'est pas tous les établissements qui sont capables de se permettre une infrastructure numérique aussi grande. Est-ce qu'on est obligé d'aller là pour assurer la validité, l'intégrité d'une épreuve? Est-ce qu'on est obligé d'aller là pour respecter les valeurs fondamentales, les valeurs instrumentales? Donc, l'intention de départ, ce n'était pas de prendre ce que le ministère avait donné puis de se faire une mise en œuvre, recette de gâteau, étape par étape, mais plutôt d'ouvrir le chantier, d'ouvrir la réflexion à plus large, qu'est-ce qu'on pourrait faire, puis aussi offrir ces questions-là. En fait, au final, ce qui est arrivé, c'est qu'on a voulu offrir ces questions-là aux gens en se disant,
Il y a des préoccupations, on a des pistes de solutions par endroit, mais voici les questions auxquelles vous devez trouver réponse. Et là, évidemment, si vous êtes en vente conseil, en secrétariat, mais ce ne sera pas les mêmes que si vous êtes en aménagement forestier, par exemple. Puis pourtant, ben, en aménagement forestier, il y a de l'évaluation à distance en plein milieu du bois qui est possible, même si on est loin du contexte très médiatique, médiatisé, numérique que, par exemple, des fleuves et des lacs pouvaient être utilisés dans leur contexte à eux. Fait que c'est un peu vers ça qu'on s'en allait avec le guide. L'idée d'aller, pardonnez le petit jeu de mots, défricher le terrain et aller regarder ce qu'on pouvait faire autrement, mais toujours dans le concept de l'évaluation à distance. Les valeurs fondamentales et instrumentales ont été vraiment au cœur de nos réflexions. C'était vraiment ce qui nous habitait. Puis là, j'aurais peut-être envie de passer la parole à Véronique. Je ne te vois plus dans l'écran. Tu es là. Oui. Alors, Véronique Je suis là. Labelle, Oui. qui traite un peu plus de ces sujets-là. Est-ce que je peux repartager mon écran, Marc? Oui, je peux Faire un l'arrêter le petit mien, il n'y a pas de tableau, souci. dans le Vas-y, fond, le vas-y. plus convivial possible. Donc, bonjour tout le monde. On va regarder un petit peu plus en détail d'abord les valeurs fondamentales d'évaluation. Je vais vous partager un document Word. Est-ce que vous voyez mon écran ici? Oui. Parfait. Donc, en fait, j'ai fait une petite synthèse de ce que vous allez retrouver dans le guide là, par rapport à la justice, l'égalité et l'équité. Donc, d'abord, la justice, c'est sûr qu'on doit toujours considérer de mesurer l'impact des mesures de surveillance par rapport à justement peut-être l'intrusion sur la vie privée de l'élève. Donc, ça, c'est la première des choses à considérer. Mais on doit aussi considérer de mettre à jour les normes et modalités d'évaluation du centre de formation parce que ça change beaucoup. Puis on doit aussi s'assurer qu'on conserve tous les encadrements ministériels, les lois et les règlements par rapport à l'évaluation. Donc, c'est le premier aspect à considérer pour la justice. Ensuite de ça, on a l'égalité. Donc, ce qu'on propose, c'est que dès le début de la formation, s'assurer que l'élève possède l'équipement nécessaire pour la passation. Est-ce qu'il y a une connexion Internet suffisante? Est-ce que la performance de l'ordinateur permet de réaliser la tâche? On ne s'attend pas à ce que ça soit identique comme dans une salle de classe, mais plutôt comparable. Par rapport à l'équité, donc ce qu'on propose, c'est qu'avant la formation, s'assurer de la mise en place d'une formation sur le développement de la compétence numérique afin d'atténuer justement l'inéquité des élèves. Puis ça pourrait prendre forme d'une évaluation diagnostique avant le début de la formation. Comme ça, on pourrait s'assurer d'encadrer les élèves qui sont les plus vulnérables. Ce qui nous intéresse vraiment plus, par exemple, pour l'évaluation à distance, c'est les 3 valeurs instrumentales. Donc, on parle de la faisabilité, de la validité et de la fiabilité. Donc, je vous ai fait un petit tableau avec des questions qu'on devrait se poser avant de vouloir implanter l'évaluation à distance. Par rapport à la faisabilité, c'est celle qui, on trouve, qui a le plus de défis, donc même pouvant amener à des limites de l'implantation en FAB. Donc, première question qu'on se pose, est-ce que mon programme d'études permet une évaluation de la compétence totalement à distance? Si c'est oui, est-ce que l'élève peut avoir accès aux ressources matérielles, documentaires et humaines nécessaires à l'exécution de la tâche à distance? Est-ce que le temps et la complexité de la tâche à réaliser sont similaires à celles qui seraient disponibles au centre de formation? Donc, ce qu'on veut, c'est comprendre que ce n'est pas tous les programmes d'études qui permettent de la FAB. Donc, si on pense, par exemple, à la carrosserie ou la coiffure, en termes de faisabilité, ça serait très difficile de pouvoir répondre à ces critères-là. Une fois que la faisabilité est fonctionnelle, là, on va vouloir s'attarder un petit peu plus en détail à la validité. Donc, c'est sûr qu'en FAB, on a une grande perte de contrôle. Pourquoi? Bien, parce que dans le fond, la validité est vraiment plus compromise que dans une salle de classe ordinaire. Donc, la première question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que la plateforme d'apprentissage en ligne permet de conserver la confidentialité des épreuves? Ensuite de ça, est-ce que l'enseignant peut vérifier le fonctionnement des outils numériques préalablement à la passation de l'épreuve? Et ensuite de ça, est-ce que l'enseignant pourrait avoir accès au déroulement de l'épreuve, donc sous forme de caméra, d'enregistrement ou tout simplement
peut-être utiliser la triangulation des pratiques évaluatives, qui est aussi disponible dans la matrice du guide. La dernière des valeurs, c'est la fidélité. Donc, c'est sûr que le défi de la fidélité, c'est plus d'adapter l'épreuve sans nécessairement l'altérer. Donc, ce qu'on veut, c'est que nécessairement que la compétence numérique de l'enseignant ne vienne pas nécessairement influencer le résultat de l'évaluation. Donc, première question qu'on se poserait, est-ce que le personnel enseignant possède la formation numérique adéquate, appropriée, ou l'accompagnement d'un CP? Et deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que la tâche à réaliser pour manifester la compétence n'est pas dénaturée par les contraintes de la plateforme par rapport à celle qui serait exécutée en présence dans un centre? Donc, c'est sûr que la fidélité en général convient quand même assez bien en formation à distance. Donc, ça fait un petit peu le tour des valeurs. Je ne sais pas si Marc, tu avais quelque chose à bonifier. Ben, en fait, il y a ce n'est pas une valeur qui existe, mais plutôt un amalgame de deux valeurs que nous avons utilisées pour la matrice, qu'on a appelée l'intégrité de l'épreuve. Donc, c'est un peu un équilibre avec la validité et la fiabilité. Est-ce que mon épreuve, elle est résistante, par exemple, à la tricherie ou à certains enjeux là, qui peuvent se retrouver en formation à distance? Je vous amène d'ailleurs sur un peu le nerf de la guerre dans notre guide, qui est l'analyse de vulnérabilité des épreuves. Je vais partager mon écran. Donc, le concept ici, c'était encore, comme le dit Véronique, non pas de laver plus blanc que blanc. Ce qu'on a constaté dans le réseau, c'est que plusieurs personnes, parce que c'était à distance, on voulait tellement empêcher l'élève de tricher qu'on l'empêchait encore plus qu'on l'aurait empêché s'il avait été dans une classe. Alors que ben, s'il s'écrit réponse sur l'avant-bras, il peut le faire en classe aussi. Là. Je veux dire, on ne commencera pas à leur analyser les bras. Vous comprendrez que oui, je caricature, mais on a vu ça, là, où est-ce qu'on allait tellement loin dans l'idée d'empêcher, par exemple, la tricherie, euh, qu'au final, on induisait du bruit dans l'évaluation parce qu'on n'était plus en train d'évaluer la capacité de l'élève à manifester sa compétence, mais plutôt sa capacité à naviguer les nombreuses contraintes que l'on avait mis de l'avant pour l'empêcher de tricher. Donc, au final, on n'avait pas une épreuve qui était plus valide que s'il avait triché parce qu'on l'avait trop contraint. L'analyse qu'on a faite, c'est à travers une matrice et l'angle qu'on a choisi, c'est facilité à tricher versus l'impact sur la validité de l'épreuve. On aurait pu parler de la faisabilité, mais il n'y a pas tant d'enjeu parce qu'il est généralement, c'est un cas de mort subite. La faisabilité n'est pas là. Je veux dire, on n'a même pas besoin de se préoccuper de ça. Je veux dire, je ne pense pas que personne d'entre vous avait l'intention de faire changer les freins des élèves à distance, puis s'il arrête au stop, il a passé. Je ne pense pas que personne d'entre vous avait l'intention de faire un examen de sommellerie à distance, voir s'il dégustait bien. Fait que, tu sais, il y a des choses où est-ce que tu dis faisabilité, ça ne se questionnait pas. Mais au niveau de la validité, la tricherie revenait régulièrement dans le discours et on le sentait aussi à travers ce qui était dans les préoccupations du ministère dans l'infosanction. On voyait à travers toutes les contraintes qu'il y avait cette préoccupation-là de est-ce que mon épreuve est toujours valide? Vous comprendrez que des façons d'évaluer, il y en a autant, je pense, qu'il y a de profs sur la Terre, même si on a tendance à toujours faire les mêmes 3 4 mêmes. Je veux dire, ça peut être assez vaste. On ne pouvait pas aller analyser tout. Donc, ce qu'on a regardé, en fait, on a dit, on a pris l'angle, les deux angles qui étaient là, puis on s'est dit, il y a deux options quand tu regardes ton épreuve. Soit ton indice de tricherie, tu veux le réduire, tu vas contraindre, trouver une manière que ton épreuve empêche de tricher ou tes mécanismes que tu mettras en place. On peut penser à ce que nous disait Claudine des Fleuves et des Lacs. Ils ont toute une infrastructure qui respecte à fond là, ce qui avait été mis dans le guide des bonnes pratiques dans l'infosanction. À ce moment-là, la tricherie est réduite considérablement. Mais là, on va se poser la question sur l'angle de la validité. Si quelqu'un réussit à tricher, quel est l'impact de celui-ci? Parce qu'on a constaté que ben, des fois, il y avait comme pas une vue de l'esprit, mais on pense tellement qu'il ne peut pas tricher qu'on met un peu le cerveau à off comme enseignant. On met un peu ça de côté. On va se dire, ben, il ne peut pas tricher. Anyway, le système ou les contraintes qu'on a mis de l'avant sont tellement grandes que ça nous amène à une espèce de confort qui fait en sorte que quand il triche, ben, il peut tricher vraiment pour la peine, puis on le verra peu. Et à l'inverse, on peut avoir une situation où c'est relativement facile de tricher
Et là, tricherie, ne pensez pas qu'au plagiat. On peut penser de la tricherie par assistance extérieure, d'une personne qui, hors champ, murmure des réponses. Ce n'est pas uniquement qu'il a caché en dessous de son clavier des post-it. Il y a plein de façons de tricher. Mais de manière générale, c'est de contourner les règles de passation. OK? Donc, ça se peut que ça soit possible de tricher, mais que l'impact soit faible sur la validité. Alors, je vous en montre quelques exemples brièvement. On a pris l'entretien individuel. On vous donne des exemples dans le guide. Par exemple, l'entretien individuel, ça pourrait être des techniques comme un jeu de rôle, un entretien d'explicitation, une interview, une évaluation de connaissances pratiques, mais faite à l'oral. Donc, évaluer ses connaissances comme on le ferait dans un questionnaire, mais verbalement, à travers, par exemple, une mise en situation. On a trouvé que ben, c'est très difficile de tricher. Il est avec toi un à un. Puis, s'il essaie de tricher avec un petit post-it en dessous de son clavier, ben, il y a des bonnes chances que l'enseignant va être capable de contourner ça en posant une question de relance, en s'assurant que, oui, explique-moi donc ta dernière réponse. Puis là, oups, s'il l'avait simplement mémorisé ou quelqu'un lui avait soufflé, ben, il n'est plus capable. Donc, c'en est un exemple. Mais pour chacune des catégories, on vous propose les vulnérabilités de cette catégorie-là. Donc, c'est une analyse qu'on a faite pour chacune de nos catégories d'épreuves pour dire, ben, qu'est-ce qui serait peut-être à garder sur le radar si vous optez pour ces stratégies-là. Je vous en montre un qui est un petit peu à l'inverse de celui que je viens de vous montrer, qui est l'évaluation de connaissances pratiques. Hein, le quiz à choix multiples, le test de connaissances qu'on écrit à la main, à la limite l'étude de cas écrite, donc dans laquelle on répond ouvert. Ben, c'est sûr que c'est probablement l'épreuve la plus facile à tricher. Et là, si on veut réduire ça, ben, c'est là où l'utilisation d'une infrastructure numérique très contraignante devient nécessaire. Ça devient très lourd parce que d'emblée, l'épreuve de connaissances pratiques, elle est très facile à tricher. Puis vous aurez compris comme moi que si je triche à une épreuve de connaissances pratiques, donc un bon vieux questionnaire à choix multiples ou avec réponse courte, puis que j'ai les réponses d'un corrigé, bien, la validité, il n'y en a juste plus. Ça n'a juste plus aucune valeur. J'ai pu avoir mis en place la meilleure étude de cas du monde. Si l'élève a le corrigé à côté ou si l'élève est en individualisé puis son collègue qui l'a fait la semaine dernière lui dit « Oh, by the way, la réponse, c'est ça », ben, il n'y en a plus de validité. Pour chacune des catégories, donc, on vous invite à réfléchir. Il est possible que dans votre propre réflexion, vous vous dites ben, « Nous, notre enjeu n'est pas la facilité à tricher, c'est un autre axe. » Mais le concept, je vais dire le génie, pour se permettre un peu de pas d'humilité, mettons, c'est la matrice. C'est l'idée de regarder quelle est la valeur en bas qui est affectée, puis quel est le sujet qui est sensible. C'est-tu la fiabilité? C'est-tu la facilité à tricher? Et de l'analyser sous cet angle-là. Donc, je pense avoir fait le tour, Stéphane, de la matrice. Je dirais peut-être simplement aussi, on ne l'a pas nommé, c'est pas ça que je vais vous montrer, ça ne sera pas long. Je ne vais pas vous le montrer, je vais remonter. Les rôles. Il y a des rôles que vous avez, puis il y a des gens dans l'établissement, le responsable de la sanction, etc. On n'en a pas parlé, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais le guide en tient compte de quelle manière l'évaluation à distance affecte les rôles de ces gens-là. J'ai vu que tu avais pour chaque catégorie des zones de vulnérabilité. Je pense que tu proposes des combinaisons probablement là, pour limiter la vulnérabilité de chacune des catégories. En effet, dans bien des cas, lorsqu'on identifie des vulnérabilités, on va essayer de vous proposer des solutions. Par exemple, si vous avez fait un exposé oral, puis vous craignez que la personne ait pu faire son exposé par quelqu'un d'autre, ben, on va peut-être vous proposer de faire un entretien avec la personne ou de soumettre la personne, une fois l'exposé fait, à une courte période de questions du public, par exemple, qui fait en sorte que si je suis en lancement d'entreprise et que je fais un pitch qui présente mon plan d'affaires, bien, si ce n'est pas le mien, je serai vraisemblablement pas capable de le défendre quand viendra le temps de la période d'explication. Donc, à plusieurs endroits dans ces zones-là, on vous a suggéré de mélanger des techniques. Et actuellement, il y a plusieurs centres qui ont commencé à étudier l'idée de faire l'évaluation à distance comme on le fait. Et ça semble être la meilleure solution. Plutôt que d'avoir une évaluation monolithique qui a une seule façon de faire, on vient combiner en fait les forces et les faiblesses de chacune afin de compenser en fait les faiblesses de l'une par les forces de l'autre. Il y a Claudine qui a levé la main.
Bien, je pense qu'on ne l'a pas nommé à date non plus, mais c'est important de le nommer que présentement, ce qu'on vous parle qui est possible de faire à distance ou en ligne, c'est vraiment des épreuves locales. Donc, tout ce qui concerne les épreuves ministérielles et les épreuves BIM, on ne peut pas encore les faire ni à distance ni en ligne. Fait que c'est important de se le rappeler parce que tout ce qu'on parle là, c'est vraiment des évaluations qui sont dites locales. De Ben, précision, merci, Claudine. oui, puis même quand si on avait le droit ministériel, on serait tenu de les faire de la manière qu'ils l'ont prescrit. Donc, même là, notre guide ne s'adresse pas du tout à ça. Donc, ce qu'on propose aujourd'hui comme guide, c'est un guide pédagogique et non pas un guide technique. C'est un guide qui va aider les équipes à soutenir une réflexion sur le rôle des intervenants, sur le respect des valeurs des épreuves et puis sur le choix des catégories ou des moyens d'évaluer pour arriver à limiter ou la chance de tricher ou même l'intérêt de tricher. Hein? Les choix pédagogiques qu'on va faire en évaluation vont peut-être même éliminer tous ces aspects-là de dire, il faut que je puisse être capable de tricher, j'ai plus d'intérêt de tricher. Donc, les choix pédagogiques qu'on fait en évaluation vont nous amener à réduire l'appareillage technique parce qu'ils ne sont plus aussi pertinents qu'ils auraient pu l'être si on avait évalué pareillement dans un contexte où l'environnement est non contrôlé. Donc, vous aurez accès, j'imagine, au guide Johanna bientôt. Il y a un guide et il y a une vidéo, je pense. Oui, Stéphane, tous les vidéos qui sont faites dans le cadre des webinaires du midi sont enregistrées et déposées par la suite sur la chaîne YouTube de l'Observatoire. Je vous mets le lien dans la section clavardage, donc vous l'aurez. Abonnez-vous pour avoir les prochaines vidéos des webinaires. Si vous n'êtes pas disponible et vous les manquez, vous pourrez les voir ou même les revoir là, dans le futur ou les présenter à des collègues s'ils veulent les voir. Donc, on est actuellement dans des mises à jour au niveau de la chaîne YouTube, mais aussi au niveau du site Internet. Le site Internet de l'Observatoire est actuellement en refonte, là, donc il y a des éléments qui ne sont pas tout à fait justes pour l'instant, mais je vous dirais que si vous utilisez la barre de recherche avec la loupe en haut à droite, vous devriez tomber sur les documents que vous avez besoin. Sinon, gênez-vous pas, écrivez à l'Observatoire, on va vous répondre et vous partager les documents. Et bien sûr, on va envoyer une infolette. On envoie toujours une infolette à la suite des webinaires pour, par exemple, partager le document que vous avez vu aujourd'hui et aussi la vidéo là, du webinaire de ce midi. Donc, je pense que j'ai fait le tour en gros. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des éléments que j'ai oubliés que Chantal t'aimerais ajouter. Pas le temps de mettre mon fond d'écran, je parle. Moi, je vais ouvrir la porte aux questions, aux commentaires. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à formuler dans Également utiliser l'assistance? le clavardage pour ceux qui seraient peut-être Oui. timides de la voix. Bon, ça ne bouge pas dans le clavardage. Ah, bien, on pourrait dire, Chantal, dans le cadre de la TREAC, je vais laisser la parole à mes collègues qui vont y être. Il va y avoir le lancement officiel du guide, donc peut-être ce serait intéressant là, juste de partager ce que vous allez présenter, puis l'accès aux documents aussi, sous peu. Oui, ben en fait, le lancement, c'est un peu comme aujourd'hui et à la TREAC. Stéphane et moi y serons pour faire un atelier autour de l'évaluation à distance là, dans lequel on va mobiliser le guide. On va à travers une présentation des études de cas, on va vous faire réfléchir sur 4 cas emblématiques. Je pense qu'on peut dire ça. Stéphane, on a mis ça sous la forme de 4 questions, 4 cas emblématiques sur lesquels on réfléchit avec vous tout au long de l'atelier. Mais on dépasse le contexte de l'évaluation à distance. Oui. On va beaucoup aborder aussi le concept d'évaluer autrement, où on déstabilise un peu les colonnes du temple, on questionne les pratiques actuelles pour se demander si on voulait évaluer les vraies compétences dans un vrai contexte, qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur la table. Donc, on va un petit peu plus loin que le guide d'évaluation à distance. Le contexte est beaucoup plus large.
J'ai Et puis, vu que... il y a aussi un autre atelier là, d'évaluation qui va être mené par nos collègues Angie et Paola. Oui, Stéphane, effectivement, Paola et moi, on animera un atelier qui est en parallèle là, du vôtre et pas au même moment. Donc, heureusement, si des gens veulent assister aux deux, ils auront l'occasion. Donc, c'est un atelier qui va porter essentiellement sur la collaboration, notamment pour l'évaluation dans le cadre des compétences qui sont développées et évaluées en milieu de travail. Donc, voilà, on va faire un peu le tour de cette question-là en autant de temps que nous aurons. Donc, évidemment, on n'abordera peut-être pas tous les sujets, mais ça laissera place là, à plusieurs réflexions sur comment on peut aussi évaluer autrement dans des contextes où on n'est pas dans un centre de formation, mais dans des milieux de travail. Merci, Angie. Donc, on va se rejoindre en quelque sorte dans nos ateliers.